Espace TV, le 22h. Vous êtes à Mohamed V, c'est à Massanta, mais également à Kwame Nkrumah à Guékédou. Merci de regarder Espace TV partout dans le monde et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. À Kankan, c'est parti pour les audiences criminelles des mineurs en chambre des conseils. 5 dossiers, dont 4 cas de viol, sont inscrits au rôle. Des précisions à venir avec le procureur Daouda Diomandé dans ce journal. Les déguerpis de Kapoura équipe 2 et Dimes restent vent debout contre les entreprises et toute autre structure désireuse de s'installer sur les ruines de leurs habitations d'hier. Après l'entrevue vendredi avec le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, le comité était face à la presse ce samedi pour envoyer un message fort au CNRD. Et puis l'actualité telle que analysée, décryptée, commentée par les sites d'information et tabloïds guinéens, c'est dans la rubrique La Une des médias en fin de journal avec Djibril Ba. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Ouverture vendredi au tribunal de première instance de Kankan des audiences criminelles des mineurs en chambre des conseils. Au total, 5 dossiers sont inscrits au rôle, dont 4 de cas viol. Pour plus de précision, on fait le point avec notre correspondant régional Alpha Oumar Koïta. Parmi les 5 dossiers inscrits au rôle, il y a 4 cas de viol et un dossier d'association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de chanvre indien. Ces audiences criminelles des mineurs se tiennent à l'abri de tous les regards en chambre de conseil au tribunal de première instance de Kankan. Le premier dossier, c'est un cas d'assassinat et complicité. Le deuxième cas, un cas de viol encore. Le troisième cas, un cas de viol sur mineur. Le quatrième cas, un cas de tentative de vol à main armée. Et le cinquième cas, un cas de viol sur mineur. L'article 268 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. C'est pourquoi ces présumés violeurs pourraient s'attendre à des peines allant de 5 à 20 ans de réclusion criminelle si toutefois leur culpabilité est avérée. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Mais le législateur ne s'est pas limité à ça, parce qu'il y a des circonstances aggravantes du viol. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans lorsque le viol est commis sur une mineure, lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Ces derniers mois, les cas de viol sont devenus très récurrents dans la commune urbaine de Kankan. Pour l'heure, aucun des cas n'a été encore jugé. Sur les raisons liées à ce retard, le procureur Diomandé se défend. Il y a un dossier de viol, n'est pas un dossier de flagrant délit. Ce n'est pas volontairement fait que la procédure traîne, mais il y a un délai de procédure qu'il faut respecter. Le numéro 1 du parquet de Kankan explique par ailleurs des difficultés qu'il rencontre au quotidien dans les différents dossiers de viol, notamment avec les parents des victimes, et interpelle ces derniers. Pour qu'on puisse mettre fin à ce phénomène, il faut que les parents arrêtent de faire des lettres de désistement. A rappeler que du 1er janvier 2022 à nos jours, 84 cas de viol dont 71 sur mineurs ont été enregistrés dans la région administrative de Kankan. Contrairement à l'année 2021 où le service chargé des questions de l'enfance à l'inspection régionale de l'action sociale de la promotion féminine et des personnes vulnérables dit avoir recensé 64 cas au total. Avant de quitter la région, hier il en faisait beaucoup de débats. Le préfet de Sigiri vient d'être débarqué après avoir coiffé un jeune candidat en plein examen. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. On vous le disait, dans nos précédentes éditions, Kouanka, une sous-préfecture de Macenta, subit des effets d'une exploitation minière d'une société. Alors, les autorités locales entreprennent des démarches pour régler le problème et c'est là à partir de Conakry. Une délégation a été reçue ce samedi par les conseillers du CNT. Ces derniers affirment déjà leur détermination à examiner le document de plaidoyer qui leur a été soumis. Djibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. Après les prises de contact avec les départements de l'environnement et des mines, cap sur le CNT, le maire de Kouankan et sa suite ne peuvent pas supporter les conséquences d'une exploitation minière de diamants dans leur localité.
Dans ce cas, ils ont estimé nécessaire d'en parler aux conseillers en vue de trouver une solution à leur situation. Il y a plusieurs villages qui ont été touchés parce que quand vous prenez Kwankan, en prenant la société Safkanko, il y a Sanyodo qui a été touché. Il y a également Ganidala et Karapita qui ont été touchés. Il y a Valerdou, un secteur qui a été touché. Douanadou également et Konondou. Dès l'arrivée de la délégation, une réunion a été immédiatement organisée dans les locaux du Conseil national de la transition. Les conseillers se disent préoccupés de ce qui leur a été présenté. Kwankan abrite un site de diamants. Son exploitation sans aucune législation affecte le quotidien des habitants, regrette ce conseiller. Il est important aujourd'hui qu'on concilie l'exploitation de nos ressources au respect de la réglementation en vigueur, le respect de la loi. Nous avons un code minier, nous avons un code de l'environnement. Il est important aujourd'hui que cette exploitation soit faite au respect de cette législation minière. Avant ces différentes prises de contact, des plaidoyers des structures telles que Publiez ce que vous payez, la GIZ projet GRC sont restés sans suite. On veut que réellement que ces populations-là soient indemnisées et que la réparation soit faite au niveau de la dégradation et des préjudices que ces populations ont subis. Kwankan, situé à 60 km de Massanta, est sérieusement menacé. Les habitants ne comptent que sur cet ultime recours. Je vous le disais au sommaire, après l'installation de l'entreprise IMAG Holding sur le site d'Eguerpi, le collectif des victimes de Kapororaï, KIP2 et Dimes hausse le ton et prévient d'autres entreprises et sociétés qui envisagent de s'installer sur ces lieux. Le collectif n'entend pas baisser les bras après avoir rencontré le procureur général après la cour d'appel de Conakry vendredi pour la relance du dossier. Les membres du collectif ont envisagé également de mener d'autres actions, notamment la protestation pour être rétablis dans leurs droits. Ouminatou Sidibé, Aboubakar Keke Bangora. Apparemment, le rififi autour du dossier des victimes de Kapororaï, KIP2 et Dimes n'a pas encore connu son épilogue. Après avoir appris que des entreprises et ambassades envisagent de s'installer sur leur terre, le dit collectif reprend le combat. Le collectif des victimes de Kapororaï, KIP2 et Dimes 2019 a appris que des entreprises et ambassades cherchent à s'installer sur les terres de ses membres. Ainsi, Ecobank Guinée, la Société Générale, l'APB, l'Association des professionnels des banques et l'ambassade de la Turquie négocient avec IMAG Holding pour disposer de parcelles dans cette zone objet de litige. La colère du collectif touche également une société de téléphonie. Selon lui, cet opérateur tient à s'implanter à Kapororaï. Mamadou Sambasso demande aux victimes de se tenir prêts pour exprimer leur opposition aux différents processus en cours sur le site d'Eguerpi. C'est bien la société de téléphonie Orange Guinée qui tient à s'implanter à Kapororaï. Elle vient de déployer du matériel sur place dans le cadre d'une nouvelle provocation. Pourtant, la résolution de l'affaire Kapororaï, qui était sur une bonne voie, est aujourd'hui bloquée entre IMAG Holding et le ministère de l'Urbanisme, regrette le porte-parole du collectif. Pour une relance du dossier, il a rencontré Charles White ce vendredi. Mais il envisage d'aller encore plus loin, avertit Mamadou Sambasso. Le collectif tient à informer l'opinion que la résolution de l'affaire Kapororaï, qui était sur une bonne voie, est aujourd'hui bloquée entre IMAG Holding et le ministère de l'Urbanisme. Ces victimes invitent les autorités à arrêter et juger les personnes impliquées dans la démolition de leurs bâtiments, l'arrêt de tous les travaux en cours sur le site, l'indemnisation des victimes, entre autres. Remise hier vendredi des clés des infrastructures à la communauté des Tunyefilidi. Cette initiative vise à délocaliser une partie de la population impactée par le projet d'exploitation d'alumine de la société ESPIC. La cérémonie a mobilisé les autorités locales, les responsables des entreprises ainsi que la population concernée par ce déguerpissement. Salifou Lifo Sissé, Sekou Diallo.
Il s'agit de 29 bâtiments réalisés par l'entreprise de construction Makona Terre Sarl à travers le financement de la société SPIC Guinée. L'entreprise matérialise ainsi la réinstallation des communautés impactées par son projet d'exploitation d'alumine dans la préfecture de Bofa. Dans le cadre de la réalisation du projet d'exploitation d'alumine de SPIC en Guinée, afin de minimiser l'impact environnemental et social aux communautés riveraines, réalisé à hauteur de 7 630 421 509 francs guinéens, le directeur général de Makona Terre Sarl explique la qualité et la résistance des matériaux utilisés pour bâtir ces infrastructures à Houndindé. Ces maisons ont été construites avec des briques en terre stabilisées, BTS. Compte tenu de ces qualités en termes écologiques, économiques, leur facilité de mise en œuvre et surtout leur capacité de résistance qui est de l'intervalle de 5 à 7 mégapascales. Présent à cette cérémonie de remise des clés à la communauté de Tounifilidi, le gouverneur de Bouké, très satisfait, affirme que cette initiative s'inscrit en droite ligne de la politique du président de la transition guinéenne. Si aujourd'hui c'est la même chose que je reviens voir, je dirais que cette politique s'inscrit dans le sillage des attentes de M. le Président de la République. Ça prouve à suffisance qu'il y a une parfaite collaboration entre cette société et ces différentes communautés. C'est un ouf de soulagement au sein de la communauté concernée à majorité pêchère. Le porte-parole fait une invite à l'endroit de la société pour la prise en compte de certaines de leurs préoccupations dans cette nouvelle aventure. On se confie à nos responsables du pays. On se confie à la société SPIC et Makona Terre de ne jamais nous abandonner. Nous sommes des pêcheurs, nous plaidons pour l'aménagement de notre port et la route. Parlons infrastructure à présent. En Guinée, les espaces publics réservés à l'activité routière sont très mal exploités en dehors des chaussées et accotements. Le reste n'est pas mis en valeur. Conséquence, nos voies et espaces publics sont moins attrayants. Le gouvernement pourrait s'en occuper, bien sûr, si les appels sont entendus. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba. Les voies publiques sont des vitrines pour une nation. Les marges de recul pourraient abriter des espaces verts conçus et exécutés sous l'œil vigilant des architectes et urbanistes. Le peu d'infrastructures réalisées dans ce sens souffrent du manque d'entretien. Elles sont souvent vandalisées lors des revendications socio-politiques. Lors du dernier Conseil des ministres, il a été demandé aux responsables concernés de relancer ces dossiers pour donner une image attrayante à la capitale. Je suis vraiment très content que le pouvoir central, les plus hautes autorités, pensent à ce que nos routes ne soient pas simplement dédiées à la circulation des véhicules, mais aussi permettre que les voies piétonnières soient effectivement tracées, que des espaces verts aussi soient une priorité. Je dis bien une priorité. C'est à la fois bon pour l'image de Conakry, c'est aussi une façon de préserver cet espace à travers des espaces verts, à travers des monuments, surtout qui font dire à tous ceux qui fréquentent notre capitale que la Guinée aussi a quand même quelques langages historiques. Aménager ces ronds-points et emprises des routes était moins efficace contre l'insalubrité et les occupations anarchiques des espaces publics. Pendant qu'on y est sur les infrastructures, surtout aux abords des routes, les femmes commerçantes du marché de la tannerie sont en colère, chassées au rond-point de la tannerie où elles vendent des produits venus de l'intérieur du pays. Ces femmes dénoncent ce qu'elles qualifient d'abandon. Désormais, sans place fixe pour écouler leurs produits, elles demandent à l'État de prendre en compte leur situation. Josué Santos Bilivogui, Mohamed Kapelosila signe ce reportage. Dans un passé récent, c'est ici qu'elles étaient installées. Le commerce et les affaires marchaient bien. Aujourd'hui, elles ne sont plus les bienvenues après l'opération de déguerpissement. Depuis, elles sont laissées à leur propre compte, nous disent-elles. Maman Condé se plaint du manque de clients et de l'hostilité des agents de la sécurité. Nous les femmes, nous sommes là pour chercher les frais de scolarité de nos enfants.
Il y a certaines qui sont veuves et d'autres maris sont au chômage. Nous avons subi assez de pertes. Que nous soyons dans le marché ou hors, les gendarmes nous rendent la vie difficile. Ils jettent nos marchandises alors que ce que nous vendons ne nous appartient pas. Tous les produits vivriers de grande consommation qui viennent de l'intérieur du pays passent ou du moins passaient en grande partie par le marché de la tannerie. Aujourd'hui, elles sont sans emplacement fixe. Aucune autre solution que de revendre dans le marché. Nous sommes toutes des mères de famille et nous n'avons pas où vendre. L'endroit qu'ils nous ont recommandé ne dispose pas de magasin. Donc comment allons-nous exercer notre commerce? Même si les autorités les ont orientés sur un autre site, quoique temporaire, elles craignent l'insécurité. Les femmes du marché d'antan n'ont aucun problème. Celles de l'Ansanaya également. Même Matoto et Bessia sont tranquilles. Les femmes sont sur la route, tout comme dans les marchés. Pourquoi c'est sur nous qu'ils s'acharnent? Ils n'ont qu'à nous trouver un marché où nous aurons la paix du cœur. Esther Marguerite Leno est la présidente de l'ONG Femmes pour l'excellence et la paix. Elle et son équipe disent être soucieuses et préoccupées par la situation que traversent ces femmes. Elles ont déjà engagé des démarches auprès des autorités. Elles nous ont dit quoi? Qu'elles sont prêtes à aller là où l'État les envoie, même pas le long des routes. Elles aussi, elles connaissent les conséquences de s'asseoir le long des routes. Mais malheureusement, comme elles n'ont pas un autre endroit, et c'est là-bas qu'elles cherchent le quotidien pour nourrir les enfants. Mais elles envoient un appel au niveau du gouvernement. Quel que soit le lieu qu'on les envoie, elles sont prêtes à partir. Mais qu'elles ne sont pas d'accord qu'on les déguerpille et qu'on ne les en donne pas un endroit fiable. Elles demandent toutes d'une même voix à l'État de prendre des dispositions le plus vite que possible pour éviter tout autre problème. Comment analyser un discours politique? Quels sont les tenants et aboutissants des réponses données ce samedi au cours d'une conférence de presse à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia? Une conférence animée par le professeur Ousmane Bari, qui a eu la charge de diriger 8 thèses doctorales, également président le jury de 6 thèses. À la fin de la rencontre, qui a connu la présence de plusieurs étudiants et enseignants-chercheurs de la capitale, l'enseignant s'est prononcé sur l'actualité politique de notre pays. Alce Inibari, Abdoulaye Kamara signe le compte-rendu. Cette conférence couronne une mission d'enseignement de 12 jours du professeur Alpha Ousmane Bari. Il a animé le cours sur l'analyse du discours politique pour les étudiants en master communication publique et politique, l'un des plus importants dans la formation des professionnels de la communication de notre pays. L'analyse politique, ce n'est pas seulement aller sur le plateau et dire notre position par rapport à ce discours, mais c'est plutôt savoir quel est le contenu, quel est le message que l'on voudrait donner et quel est le ton qu'il faut utiliser. Parce qu'un discours, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais c'est à la fois le ton que l'on utilise pour dire les mots, mais c'est aussi les phrases ou bien l'agencement des idées qui se succèdent dans le discours. Ce séminaire est donc capital pour ces étudiants, une fierté pour les responsables de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Kuntia. L'Institut se fixe désormais comme leitmotiv la formation des communicants qualifiés et répondant aux besoins du marché guinéen, comme il le fait pour le journalisme. J'espère que ce sera une première, pas la dernière, parce que notre master doit fonctionner et on doit aussi ouvrir d'autres masters. J'espère qu'il viendra une deuxième fois, une troisième fois, pourquoi pas une énième fois ici à l'ISIC. Professeur Alpha Ousmane Bari est de l'Université Bordeaux-Montaigne. Il a dirigé 8 thèses de doctorat, présidé le jury de 6 thèses, rapporteur de 20 thèses. Sur le discours politique du CNRD, il a son analyse bien à lui. D'abord, pas le discours, mais la situation sociale. Le fait de prolonger, par exemple, notamment la transition, c'est une très mauvaise chose parce que tout peut arriver si on prolonge une transition, d'une part. D'autre part, quelle que soit leur manière maintenant de modeler le discours, c'est qu'il s'est créé une certaine cassure entre les citoyens guinéens et le CNRD. Ça, c'est quelque chose de patent. Sur la marche du FNDC, il ne condamne pas et pense que l'allongement de la transition est une mauvaise chose et préconise que le CNRD rende compte au peuple de Guinée.
Et puisque nous parlons discours politique, parlons à présent des couvertures médiatiques en temps de crise. Effectivement, est-il possible pour les médias de rester impartiaux, de résister aux avances des États, en tout cas avec la guerre russo-ukrainienne? Difficile de savoir quels médias diffusent les bonnes informations, d'autant plus que cette guerre est avant tout une question géopolitique difficile à cerner. Et dans tout cela, la première victime est bien l'opinion. Mamadou Saliouba, Lamine Guirassi. Dans la guerre russo-ukrainienne, voici l'une des armes les plus redoutables, les médias. Chaque jour, ils diffusent des dizaines d'images et bien sûr, chacun de son côté cherche tant bien que mal à défendre sa façon de voir la guerre. Les médias occidentaux qui montrent des tanks russes détruits, des soldats tués dans la guerre, des livraisons d'armes et parfois un retour à l'impartialité avec des soldats ukrainiens qui peinent à se défendre. Nous ne voulons pas les provoquer parce que sinon les Russes recommenceront à tirer. Qui peut arrêter cette guerre? Dans les médias côté russe, presque aucune image qui montre l'avancée difficile des soldats russes sur le terrain. La première chaîne, Russia Today ou encore Sputnik, ne diffuse aucune image compromettante, au contraire des images ou des propos qui accusent l'Ukraine d'être responsable de l'invasion russe. Nos forces armées poursuivent avec succès la destruction massive des capacités de combat des groupuscules armés ukrainiens, mais le sang continue de couler. Et tout ça, c'est à cause de la politique meurtrière des dirigeants de Kiev qui continuent de donner des ordres criminels. Des propos qui dédouanent la Russie, qui selon le Global Engagement Center du département d'État des États-Unis, finance plusieurs médias dans une campagne de désinformation et de propagande. Financés et dirigés par l'État, les médias russes RT et Sputnik sont des éléments de l'écosystème de désinformation et de propagande russe d'une importance cruciale. En temps de guerre, l'objectivité et l'impartialité des médias sont souvent mises en épreuve. En Europe, pour lutter contre la désinformation et la propagande russe, les médias RT et Sputnik ont été tout simplement fermés. Un mot de culture à présent. Avec des Guinéens, le personnel de l'ambassade des États-Unis en Guinée a célébré ce week-end la culture africaine américaine dénommée Juneteenth. À l'occasion, le conteur Lamine Diabaté a raconté l'histoire du prince Ibrahima Bari de Timbo soumis à l'esclavage pendant 40 ans. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Souma reviennent sur les temps forts de cette journée. Suivez. Comme au village, l'auditoire est assis autour des nattes pour écouter le conteur Lamine Diabaté. Parmi les esclaves, il y avait un prince, Ibrahima Bari, venu de Timbo. 40 ans d'esclavage, avec tout son cortège de malheur, le prince l'a subi. Attaché à sa religion musulmane, il finira par acheter sa liberté. Ramené au Libéria, le héros perd sa vie en Morovia. C'est pourquoi l'histoire d'Ibrahim ici doit nous servir de leçon et qu'à travers lui, c'était l'occasion pour nous de rendre hommage à tous ces fils, ces millions de fils qui ont été déportés dans les autres pays, aux États-Unis, en Europe, et qui ont été réduits à l'esclavage, mais qui n'ont pas eu la chance de revenir en Afrique comme Ibrahima. La célébration de cette journée d'abolition de l'esclavage est déterminante dans l'histoire du continent américain. Assumer son histoire, c'est aussi une marque de grandeur qu'il faut partager à travers les documents. Parce qu'il faut démocratiser l'histoire de ce prince de Timbo qui s'était retrouvé de l'autre côté de l'Atlantique. Et aujourd'hui, Lamine Diabaté a fait une adaptation de cette histoire pour permettre vraiment aux Guinéens de comprendre, pour célébrer cette belle journée de la liberté, de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Donc nous sommes heureux de nous associer à ce projet. Le projet consiste à faire des bandes dessinées à l'intention des enfants, mieux vulgariser cette histoire à travers des contes. Ibrahima était attaché à sa culture. La culture, c'est quelque chose de très important. Nous devons l'enseigner à nos enfants, sinon ils seront complètement perdus. Ces contes-là font partie de nos valeurs. Hier, réduits à de simples esclaves, aujourd'hui, les communautés américaines sont égales aux yeux de la loi qui gouverne le pays de l'oncle Sam. Lancement ce samedi à Conakry d'une organisation humanitaire
DDS, entendez, don de soi est porté par des jeunes passionnés par l'assistance aux personnes en nécessité, notamment dans la santé et l'éducation. Abdourahmane Sénateur Diallo et Aboubakar Keke Bangoura nous font le point. Ils sont déjà connus sur le terrain humanitaire. Ils décident alors de fédérer leurs efforts pour passer de l'informel au professionnel. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le projet DDS est lancé. C'est bien d'être humanitaire individuellement primé. On ne peut pas faire ce qu'une équipe entière peut faire. Donc c'est pourquoi on a décidé de joindre nos efforts. Toutes ces personnes qui étaient dans l'humanitaire individuellement pris, on a dit de nous rassembler, de nous donner la main pour faire plus que ce qu'on est en train de faire. Donc il y a 3 critères pour sélectionner un patient qu'on doit accompagner. L'état de précarité de la famille, mais aussi l'âge. On choisit souvent les plus jeunes et les femmes en état. C'est ces personnes qu'on accompagne le plus souvent. Aïssata Kamara, activiste et présidente de l'ONG Filles et Femmes Autonomes de Guinée, salue l'engagement de ses confrères. C'est quand même une équipe qui est très engagée, c'est une équipe qui est déterminée, c'est une équipe qui va aller loin dans l'aide humanitaire parce qu'il faut le dire, nous sommes vraiment dans un pays pauvre. C'est vrai que les familles, franchement, il y a un problème de financement au niveau des familles et ce qu'on remarque souvent, c'est que le plus souvent, c'est les maladies comme les tumeurs, les cancers atteignent souvent des personnes qui sont vraiment pauvres. Invité à la cérémonie du lancement, le coordinateur national du FNDC a également rappelé la nécessité d'accompagner les initiatives caritatives. Il appelle à la mobilisation pour le soutien général des dons de soi. Moi, j'ai décidé personnellement de les soutenir, de les accompagner. Et je demande aux autorités d'accompagner ces jeunes-là. Cette ONG a compris que c'est en aidant les autres que par ricochet, tu es en train toi-même de t'aider. Au moment où les actions humanitaires se multiplient dans le pays, de nombreux observateurs s'interrogent sur l'orthodoxie des sources de financement. Mais chez DDS, l'on assure que l'engagement pour la survie des autres n'est réussi que par une approche morale. Après la 5e édition du phare 2022 à l'Abbé, place à présent à la restitution de l'événement à la presse. À cet effet, le label Soudoundiardia Prod a tenu une conférence de presse samedi à Conakry pour présenter le projet intitulé « Hommage » qu'il portait. Fatoumata Bintabari et Alseni Kamara pour plus de précisions. Un festival entier pour offrir une bonne retraite à l'icône de Limorso Bailo. Hommage, un projet porté par Sadou Darja Prod. Il envisage d'accompagner et de rendre hommage à leurs vivants aux acteurs culturels qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, ils ont fait la restitution de l'événement. Le menu de ce festival, comme chaque année, c'est la formation, la sensibilisation, le spectacle. Donc cette année, on a envoyé Magnifique et Mala Adamo pour partager ses expériences avec nos jeunes comédiens ici en Guinée et faire de la sensibilisation à travers des textes comiques à la population de la ville. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Tchad étaient les pays invités d'honneur. Cette sortie contribue à la révalorisation de la culture guinéenne. Sa pérennisation serait donc salutaire. J'aimerais aussi demain que l'État comprenne que ce festival a besoin et doit être institutionnalisé, accompagné selon le budget du ministère de la Culture. Aussi que les sponsors. Plusieurs programmes ont été abordés lors du festival. Théâtre, danse, musique, humour, slam et autres. Des prix et des satisfecits de reconnaissance ont été décernés aux participants du concours et à tous ceux qui ont accompagné le projet. Les récipiendaires ont reçu leur prix ce samedi. C'est totalement une joie, je suis tellement content, comblé de joie d'avoir rapporté ces prix. Je suis tellement content, je suis Samo quand même. Le Festival des Arts et du Rire de l'Abbé s'est tenu du 10 au 16 mai à l'Abbé. Un mot de sport dans cette édition. L'équipe nationale junior handball dames a bouclé les préparatifs du championnat
du monde de sa catégorie par un match amical ce vendredi 17 juin contre l'équipe senior du gymnase du 28 septembre. Bintou Oulare et sa bande ont quitté Conakry cet après-midi pour la République tchèque où elles vont faire les derniers réglages avant de rallier la Slovénie pour entamer la compétition le 22 juin prochain. L'Iran, Moustapha Touré, Mamadou Boïba et Mohamed Bangoura. C'est la deuxième fois que la Guinée se qualifie pour cette compétition. Mais la précédente a été annulée en raison de la pandémie du Covid-19. En remettant le drapeau national à la capitaine, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a décliné ses attentes. Et à l'idée, et à jamais, que nous devrons être comme ça. C'est-à-dire être plus représentatifs de notre pays. Et se dire tout le temps que la Guinée doit briller. Et faire en sorte que tel que est composée l'équipe nationale, que c'est la nation guinéenne qui est là. Et tel que vous vous comprenez sur le terrain, tel que vous vous battez, c'est comme ça que la Guinée doit fonctionner. Et à travers le sport, on arrivera à consolider notre paix, notre unité sociale. Pour cette première expérience, la capitaine du Sili promet que son équipe va tout faire pour hisser haut le drapeau guinéen. Les filles, on est là pour un objectif. On ne part pas pour se promener, pour des vacances, rien de tout ça là. On part pour un résultat, bien sûr. Donc, on doit tout donner. Après le terrain, bien sûr, on va pas gagner tout. Mais dans le terrain, on ne fait que du sérieux, rien que du sérieux. Le président de la fédération, de son côté, est optimiste quant à la réussite de l'équipe. Pour lui, le groupe a tout ce qu'il faut pour faire une bonne Coupe du Monde. Pour une première fois, elles se sont qualifiées au Mondial en 2019. Et à cause du Covid, il n'y a pas eu le championnat du monde. Pour une deuxième fois successive, elles se sont qualifiées. Ça veut dire que c'est une équipe qui mérite sa place. Moi, je pense qu'au-delà de tout, cette équipe, je pense bien, elle peut apporter quelque chose pour notre nation. Pour rappel, la Guinée est logée dans le groupe B en compagnie de l'Iran, de la Suède et de la Tunisie. Le Sili Handball disputera son premier match contre l'Iran le 22 juin. Vous nous regardez à Fria, mais aussi à Tougué. À présent, place à notre rubrique La Une des médias. À la une des médias, avec vous, Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Merci encore d'être là cette nuit. Vous le dites, la victoire n'est pas loin de nous. S'exprimer ainsi, c'est le d'Alain Diallo à ses militants aux États-Unis lors d'un dîner gala. Le dealer de l'UFDG est revenu sur le dossier Air Guinée. C'était à la une cette semaine. Absolument. Le leader de l'UFDG qui était du côté, on va dire, dans le pays de l'oncle Sam, donc faisait la noce dans la grisaille et il s'est exprimé par rapport à son parti et le dossier Air Guinée. Et c'est dans ce sens le site d'information Africa Guinée a relayé certains de ses propos. Il dit que la victoire, effectivement, est du côté de l'UFDG. En même temps, il dit que le parti UFDG milite pour la vérité, la justice, pour que les Guinéens puissent vivre dans la paix, dans l'unité, dans la tolérance. Il a même utilisé cette expression, un terme très simple. Il dit « Nous sommes capables d'instaurer ces valeurs ». Et en même temps, le site d'information Africa Guinée a rappelé que le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, est dans le collimateur de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Vous savez, la CRIEF a convoqué Cellou Dalein et il se trouve que Cellou n'a pas répondu à cette convocation et depuis 2 mois, il est à l'étranger. Donc le site d'information Africa Guinée a continué pour dire que le leader de l'UFDG, qui se trouve bien sûr à l'étranger depuis 2 mois, il affiche une sérénité, une confiance. Donc il estime que le plan du CNRD commence à se bruiter. Donc rapidement pour finir ce dossier, Cellou Dalein, il y a le journal L'Aigle Info qui a eu, on va dire, un entretien exclusif avec le leader de l'UMP,
Abouakar Sidiki Diallo, qui a dit quelque part que Selou ne peut pas être incriminé dans ces dossiers Air Guinée. Donc il a continué dans les colonnes du journal L'Aigle Info pour dire que dès qu'on dit Air Guinée, on pense à Dalin, alors que ce dernier, dit-il, est innocent. On ne peut en aucun cas s'en prendre à un ministre qui s'occupait des travaux publics et des transports, c'est-à-dire un ministère sectoriel, c'est-à-dire on s'attaque à lui. Et on laisser de côté le ministre de l'économie et des finances et celui du budget. Voilà, laisser de côté le ministère des Finances et un décret présidentiel. Alors, vous le dites également, marche du 23 juin du FNDC, le danger d'une action solitaire et l'urgence d'un report. C'est le titre de Guinée cette semaine. Guinée 7. Hein? Guinée 7, voilà. Absolument. Donc, c'est l'une des actus majeures cette semaine. Donc, le site d'information Guinée 7 ne pouvait passer inaperçu par rapport à cette actualité. Donc, notre confrère a dit que le FNDC gagnerait en reportant cette marche et s'assurer du bon timing. Sinon, l'adversité à laquelle il pourrait faire face sera multiple. Donc, le site d'information Guinée 7 nous a amené dans les réflexions pour dire que, imaginez si pendant cette marche, au cours de cette marche, s'il y a des cas de blessés ou des cas de morts, et donc cela ne serait pas en tout cas favorable pour le FNDC et ses soutiens. Et surtout, insiste le site d'information Guinée 7, le RPG, qui quand même n'a pas voulu s'associer à cette démarche du FNDC, pourrait avoir une faveur de la part du CNRD. Et donc le site d'information a conclu, et ça sera vraiment un ennemi commun pour le RPG et le FNDC. Alors, pour terminer avec vous, Djibril Ba, accident de la circulation plus meurtrier que le cancer, c'est l'analyse de Auréa. Oui, le quotidien s'est intéressé à cette information. Vous savez, cette actualité a fait beaucoup de bruit cette semaine. Il y a eu des réactions de la part des politiques, des citoyens. Donc, le site d'information, le quotidien, Auréa, a dit que la Guinée a perdu ses valeureux enfants suite aux accidents de la circulation. Donc, en 72 heures, soit 3 jours, on a enregistré près d'une trentaine de morts, des cas de blessés, des dégâts matériels importants qui ont été enregistrés. Donc le quotidien Auréa a conclu pour dire une tragédie qui endeuille de nombreuses familles qui fondaient beaucoup d'espoir sur ces disparus. Et donc pour finir, il y a ce site d'information Guinée 114 qui a relayé cette intervention, cette déclaration, on va dire, du leader de l'UFR, Sidya Touré, qui a quand même demandé au CNRD d'observer une journée de deuil. Et en même temps, il dit qu'en 72 heures, nous avons vécu quelque chose d'inédit à travers le pays. Et donc, Sidya Touré a rappelé les cas d'accident de Tondon, de Kolaboui et puis de Mandiana. Ouais. Alors, Djibril Ba, je vais vous appeler cette nuit l'enfant des Tougués. Merci quand même. Vous avez trop de compliments. Hein. Merci beaucoup d'être passé là. Alors, vous et moi, on poursuit cette édition d'information avec la page Public Reportage. Des résultats de l'école internationale des enfants du futur dans ce temple le savoir situé à Sanoya. Ça a été la joie de la crèche jusqu'au collège. On a enregistré une forte mobilisation des apprenants mais aussi des parents. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara signe ce public reportage. À l'école internationale Les enfants du futur, c'est la noce de la grisaille. Après 9 mois d'études, les apprenants ont hâte de connaître leurs résultats. Ici, l'apprentissage commence de la garderie en passant par le primaire jusqu'au collège. À la suite de la proclamation des résultats, cet élève sort major de sa promotion. Je ne croyais pas vraiment si je pouvais avoir ce tableau d'honneur comme moyenne annuelle. Mais tout ça, c'est par la grâce de Dieu et par mes parents qui ont fait que je révise mes leçons et qui ont payé un maître pour moi pour que je puisse faire de mon mieux pour avoir au moins ce tableau d'honneur. La satisfaction de Junior résulte d'un travail de longue haleine. Même état d'esprit,
chez sa maman. Il a un professeur, mais aussi je suis une co-professeure. Parce qu'avec lui, après les cours, je lui demande est-ce que vous avez des devoirs? Est-ce que tu as appris tes leçons? Lui et moi, chaque jour, il récite ses leçons. S'il a des devoirs à faire, on le fait ensemble. Si on a des difficultés, on appelle ses professeurs. À l'école internationale des enfants du futur, il n'y a que 300 et quelques apprenants pour l'instant. Mais à 3 ans d'existence, elle attire la convoitise de la localité. Sachez que nous avons créé cette école, c'est un rêve. C'est une passion que nous avons mis et que nous mettons dans l'éducation de nos enfants. Pour moi, le meilleur héritage, quelqu'un l'a dit, que l'on puisse laisser à son enfant, qu'on puisse léguer à son enfant, c'est l'éducation. On ne doit pas badiner avec l'éducation. Pour une petite histoire, vous savez, nous les Africains, il est très rare de voir dans une famille 2-3 générations de riches. L'école internationale des enfants du futur se veut ambitieuse. Dès l'année prochaine, il y aura un lycée, une librairie et d'autres équipements didactiques. Voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique Lamine Sidibé, Cheikh Oumar Kaba, l'enfant de Bankalan dans Kankan. Merci à Pierre Bakamara, Almami Djoubate et à toute l'équipe de la rédaction. Au revoir.